la psychanalyse ou trouver la possibilité d'aimer. Mais il est possible de réorienter sa vie ainsi que celle de ses enfants. Il est possible de sortir de la prétendue fatalité et de la haine de soi que distille le sentiment de ratage. Il n'y a pas d'amour sans haine. Pour cela, il faut bien comprendre une chose. Il n'y a pas d'amour sans haine. Une haine qui n'exempte personne, malgré le refoulement que les gens de bien lui opposent à juste titre. Non, il n'y a pas d'un côté les gens qui savent aimer et de l'autre ceux qui ne peuvent que haïr. Il y a de la haine partout, comme ombre portée de l'amour, et jusque dans le rapport parent-enfant, une haine qui est la croix que l'amour porte sur son dos et qui consiste, en dernière analyse, à se défendre de la nudité du réel. Or, le propre de la psychanalyse est de démontrer, en mettant au jour les désirs refoulés qui portent tous sans exception sur le désir de jouir de l'autre, la finalité absurde que la haine sert. Surtout, la psychanalyse fait valoir le leurre qui sous-tend cette haine. En effet, le désir de jouir de l'autre, d'en faire son objet, tend à toucher par le pouvoir des mots le corps de l'autre, en faisant sortir émotionnellement, visuellement, son corps des gonds de sa raison, pour usurper le crédit de toute puissance qu'à tort le sujet confère à cet autre. Un autre toujours identifiable aux parents. C'est dire si les fantasmes d'inceste et de meurtre qui condensent le terme insellable de cette jouissance sont animés par le désir de se substituer à un autre, à partir d'un idéal d'amour absolu déçu. C'est là qu'est la psychanalyse. C'est là qu'est la psychanalyse, à cette limite où le mot passe dans la dimension de médium à la fonction d'instrument, à ce point où l'autre se dégage de la référence absolue où il s'était élevé à l'insu du sujet, à ce moment où l'homme peut, à l'aune de sa désidentification à l'autre, se référer au réel externe pour reconceptualiser les faits, et que s'engendre pour lui, en retour, la possibilité de créer en raison comme en amour. L'inouï est que cette modification réelle qu'opère la psychanalyse par la parole jusque dans le corps du sujet se passe d'un savoir biologique sur les modifications physiques qu'entraîne ce trajet. Mais, en outre, l'accession du sujet à un savoir sur son être, fût-il en termes de manque, et sur sa filiation, se passe également d'une intervention directe et visuelle sur son corps. En effet, par la psychanalyse, il est possible de ne pas être pur objet de savoir, pour dépasser par le dire et le son le mur imaginaire du corps. Contrairement à ce que laissent à désirer les empreintes génétiques, il est possible d'accéder à un savoir en souffrance sur sa filiation, emprisonnée dans le corps, pour ne plus en souffrir. Le dire jouant seul comme révélateur de ce savoir, le corps du psychanalyste jouant comme suggestion à son externalisation. Voilà le trajet qu'il est possible de réaliser et dans lequel surgira le plaisir. Mais ceci ne peut advenir pour un sujet que lorsqu'il aura touché du doigt qu'au lieu de la formule alchimique qu'il prête au gène, empreinte ou autre artefact qui empêche de se trouver soi-même, il peut être père ou mère. Qu'au lieu de ce savoir déterminé qu'il imagine retenu dans un dernier mot qu'un autre, et notamment l'un de ses parents, détiendrait, il n'y a qu'un reflet imaginaire qui se réfracte, celui de la détermination. Ainsi, le droit doit prendre acte de la réponse fallacieuse qu'est le recours aux empreintes génétiques, puisque la passivité radicale que son opération promet, en court-circuitant la parole et le désir, a le tort d'alimenter le sens du fantasme inconscient. En effet, en pariant exclusivement sur le déterminisme, ce recours légal enjoint au sujet de s'en remettre aux mains de la fatalité
dont les conséquences sont la suspicion, l'erreur, la haine et enfin l'échec dans la répétition. Alors que localiser cet impossible, cette faille qui fonde le désir d'enfant à exister, ouvre à rebours la possibilité que l'amour s'ordonne à autre chose qu'à un destin, et notamment à une dimension interactive, regardant vers l'avenir. Adieu Prométhée. Aussi, je souligne qu'il n'y a que deux choix. Le premier est de référer l'homme au champ de ses possibilités, et donc à l'indéterminé de la subjectivité qui mobilise son devenir et le renouvellement de ses pensées. Alors on ouvre l'horizon de la responsabilité, de l'amour et du désir. Le second choix est de référer l'homme à son corps, à ce qui manque en perception d'un point de vue interne à sa raison, sachant que le lien entre la chair et le verbe échappe irréductiblement d'un point de vue interne à l'entendement humain. Et de ce pas, on mise sur la supposition de détermination absolue qui émane comme reflet de son unité imaginaire. Mais alors il faut savoir que, dans ce second choix, par cette identification, on ouvre les vannes de la révolte, du meurtre et de la haine. Au mieux, tel Prométhée, qui est une des figures de fils, le sujet tentera de voler le feu des dieux, figure parentale par excellence, pour essayer de s'incorporer leur pouvoir et leur identité, ce qui maintiendrait inchangé le mirage de leur toute-puissance, puisque dans ce vol, il n'aura pas à entamer la question d'où vient le feu, ou, ce qui revient au même, d'où procèdent les fondements de la croyance en ses parents. Là où la psychanalyse aura révélé au sujet qu'il n'était pas nécessaire de voler ce feu des dieux, car il l'avait déjà en lui. Elle lui aurait aussi appris que ce feu, aveuglant de la toute-puissance, n'était pas brûlant mais glacé, puisqu'il était lié à l'indéterminé de la raison, dont seul l'usage, comme matière à réflexion, conditionne la portée du renouvellement du savoir et de l'amour dans le registre de la créativité. Mais pour cela, il lui faudra interroger l'inconscient. C'est un long chemin qui peut nous donner ses lumières. Le tout est de savoir le lui demander.